fur et à mesure, ça vous évite les galères pour le futur. C'est good? On attaque. Cours de marketing digital, communication digitale. On va passer 10 cours de 3 heures ensemble. Les cours sont tous bâtis sur le même schéma, le schéma que vous aimez. Donc, je vous en propose un aujourd'hui, le schéma. 1h15, 1h30 de discours à peu près, avec bien sûr vos questions-réponses, des petits quiz, des petits blind tests, des informations. Il fait très chaud pour tout le monde, on va essayer de ne pas trop s'énerver. S'il fait trop chaud, à la pause, on va dans la salle d'à côté, elle est super fraîche. C'est pas actif, non? Non, mon ami, c'est un bâtiment écologique. Et c'est un bâtiment donc rafraîchi par nous-mêmes. Oui, mais tu peux t'aventurer dans le système, mais je pense que ce sera un des sujets que je vais aborder dans 5 minutes. Je peux t'arrêter toutes les finesses et après, je vais mettre la clim. Après, j'ai essayé dans une autre salle. Malheureusement, non. On va partir de la On va essayer. Donc, cours de marketing digital et de communication digitale. C'est parti. Donc, regardez bien le format de cette séance. Si elle vous plaît, on la perpétuera pour les autres séances. Si vous préférez faire que des workshops dès le début à la fin et avoir les slides après, on peut faire ça. Si vous préférez faire un système différent, moi, je suis tout terrain, je sais tout faire, donc j'ai aucun souci. J'ai des heures et des heures et des heures sur ce sujet-là. On peut faire que des conférences, on peut faire que des workshops, on peut faire que vous voulez. Donc, le but, c'est que tout le monde soit content. Donc, je me rallierai à la majorité. Hein. S'il y en a qu'un qui veut un truc spécial, ben, malheureusement, ce ne sera pas bon pour lui. Donc, marketing digital, non, c'est mieux que tu fasses le tour par là-bas. Ah oui, super. J'espère vous faire aimer cette matière. J'espère vous faire comprendre que ce n'est pas que de la surconsommation et que ce n'est pas que du CO2 dépensé par des bêtises digitales qui ne servent à rien. Premier élément qui est très, très, très souvent décrié, ce terme de marketing. Vous remarquez que je n'ai pas mis marketing digital, parce que le mot de digital, il doit disparaître. Parce que le marketing sans digital, ça n'existe pas. Ce serait un marketing où tu n'envoies pas d'email, où tu n'as pas de réseaux sociaux, où tu n'as pas de site internet, tu n'as pas d'application. Ça n'existe pas. Même la pharmacie, la pizzeria que je vois là derrière vous, du mot, je suis sûr qu'elle a une adresse mail, je suis sûr qu'elle a un site internet et je suis sûr qu'elle est connectée à Uber Eats et on peut commander à distance chez elle. Donc lui, il est digital. Donc si la pizza Duomo elle est digitale, ça veut dire que le monde entier est digital. Donc ça ne sert à rien de dire marketing digital, parce que tout est digital. C'est comme vous faites une recherche, ce n'est pas la peine de dire, et d'ailleurs ça vient de changer, je fais une recherche sur Internet, bah, on se doute bien que tu ne vas pas faire une recherche à la Bible, que tu vas ouvrir 15 bouquins. Oui, si tu fais une recherche, je suis sûr que tu l'as fait sur Internet. Et aujourd'hui, tu l'as fait depuis mai 2025, donc depuis 4-5 mois. Il y a plus de fréquentation de ChatGPT que de Wikipédia. Et depuis mai 2025, les requêtes Google sont en baisse et bien sûr, les requêtes IA sont en hausse. Donc maintenant, quand on dit je fais une recherche, c'est même plus sur Internet, c'est une recherche avec l'IA. Donc ça, premier sujet qu'on va aborder ensemble, le marketing digital. J'enlève le mot de digital et je vous dis la chose suivante qui est hyper importante pour le marketing, c'est que le marketing n'a pas su faire le marketing du mot marketing. Quand on prononce ce mot pourri de marketing, tout le monde sent une arnaque. On a un produit marketing, ah ben voilà, c'est un produit, on l'a vendu très très cher, on fait une super belle musique, on fait un super beau packaging, mais à l'intérieur, c'est naze. C'est ça que reflète le marketing, peut-être pas dans vos esprits, et je le souhaite, c'est ça que reflète le marketing chez le commun des mortels. Donc le marketing, c'est vraiment un terme à éviter le plus possible parce que vraiment, il est connoté extrêmement négativement. Et ça, c'est vraiment un gros défaut du marketing. Et puis, c'est la première matière qu'on abordera. La deuxième matière qu'on abordera, c'est bien sûr tous les médias sociaux. Et là, c'est même pas la peine de dire qu'ils sont digitaux parce que qui dit médias sociaux dit automatiquement quelque chose qui est digital. Donc voilà le plan qu'on va suivre pendant les 10 séances. Aujourd'hui, on attaque une séance sur le New Marketing et je vais vous donner quelques concepts intéressants pour bien aborder cette année ensemble.
sur ces concepts marketing, ces concepts digitaux, l'économie numérique, c'est quoi l'économie numérique dans laquelle nous sommes, etc., etc. Je vais vous donner tous les éléments pour aller chercher les informations sur le site Internet. Elles sont déjà sur Moodle si vous y êtes. Moodle, je mets le strict minimum. Je déteste Moodle. Je déteste Microsoft aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, sur Moodle, je mets juste ma bio, un truc copier-coller, et juste les slides. Toutes les infos, les quiz, les workshops, toutes les infos intéressantes, les vidéos et tout ça, c'est tout sur mon titre que je vais vous donner dans quelques instants. Juste avant de vous donner tout ça, je me présente, je suis Hubert Kratirov, je suis un technologie évangéliste. J'ai un long passé de fabrication d'Internet, fabrication de digital. Je ne suis pas un digital native, hein, c'est vous les digital natives, mais je suis un digital maker. J'ai fait des sites et des sites et des sites et des apps et des apps et des apps et des stratégies digitales dans tous les sens. Donc, je connais ma matière, même si je ne suis pas né avec, je vais un peu fabriquer. Je vous attire l'attention sur ce C à l'envers. Ça fera partie du quiz tout à l'heure. Le C à l'endroit, ça veut dire copyright. Interdit de copier, c'est à moi, c'est breveté, c'est patenté, patati patata. Copyleft, c'est l'antonyme. C'est prenez, partagez, vendez-le, gagnez de l'argent avec, pillez-le, volez-le, faites ce que vous voulez avec ce contenu. Il y a encore des profs qui mettent copyright, ces slides sont protégés, il est interdit de les copier. Va mourir. Ces slides, elles sont nulles. Mon cours, il n'est pas terrible, il y a 1000 fois mieux, et le mien est pareil, hein. Il y a 1000 fois mieux que mon cours au MIT, à Harvard et à Stanford, et ils sont gratuits sur Coursera. Qui est-ce qu'on serait pour dire, non, mon cours à moi, il est copyrighté, tu ne peux pas le copier. Donc, ce monde du 21e siècle, le monde du 20e siècle est différent, mais on n'y est plus. Le 21e siècle, c'est du copyleft. C'est de l'open mind, c'est de l'open source. Les logiciels qui ont le plus de succès, c'est des logiciels open source. Vous en citez des dizaines. Les mécanismes qui ont le plus de succès, c'est des mécanismes qui sont en open innovation. Les molécules qui nous soignent quand on est malade, les meilleures molécules du monde qui existent pour traiter les maladies les plus rares et les plus collectives et les plus dangereuses, elles sont faites par des joint ventures, des alliances de laboratoires qui ont dit « Moi, j'ai 100 chercheurs, ils ne trouvent rien. Toi, tu as 100 chercheurs, ils ne trouvent rien. Allez, zoom, on les met ensemble. Au moins, à 200, ils trouvent un truc. Et une fois qu'ils ont trouvé un truc, donc on fait du partage, on fait de l'open innovation. Et quand ils ont trouvé un truc, eh ben, on se partage la molécule et toi, tu la vends en Amérique et moi, je la vends en Asie. C'est pour ça que si vous êtes quelquefois malade, si vous prenez un certain médicament, il va porter le nom d'un laboratoire en Europe et le nom d'un autre laboratoire aux États-Unis. C'est parce qu'ils se sont mis d'accord pour le développer. Et une fois qu'ils l'ont développé, chacun l'exploite de son côté. Et donc, au XXIe siècle, il vaut mieux se partager un gâteau à deux que de rien bouffer tout seul. Et le réflexe de beaucoup d'entreprises, au lieu de pratiquer ce copyleft, au lieu de pratiquer cette open innovation, le réflexe de beaucoup d'entreprises, c'est de dire non, on va tout breveter, on va tout protéger, on va se blinder avec des avocats et on va attaquer le premier qui nous copie. Très mauvaise habitude, très, très grosse erreur. Je vous cite juste un exemple, mais il y en a des dizaines. Juste un exemple. Tu veux retrouver le petit C? Non? Ok, je crois que tu voulais voir le petit C. Ouais. Allez, je te donne le petit C. Enfin, le C à l'envers. Exemple d'une société française bien connue, Renault lance le Unpatent. Donc, c'est un petit jeu de mots. Hein. Renault adore les jeux de mots. Vous savez comment s'appelle l'université? Peut-être que je vais mal vous le prononcer, vous n'allez pas trouver que le jeu de mots est terrible. L'université de Renault interne, elle s'appelle RE, et après le verbe savoir en anglais, Renault, know. Renault, petit jeu de mots. Quand Renault a fait sa gamme électrique, ils ont appelé ça la Renaulution. Petit jeu de mots, etc., etc. Et donc là, ils ont fait un jeu de mots, le Unpatent. Unpatent, ça veut dire sans brevet. Et ça veut dire aussi Universal Patent, c'est-à-dire le brevet universel. Et Renault, vous avez qu'à cliquer sur la vidéo quand vous l'aurez tout à l'heure, Renault fait un lancement il y a 3 ans du Unpatent et dit « Tous mes brevets sur l'électrification et la sécurité sont des brevets libres d'utilisation pour tous les constructeurs automobiles du monde. »
Pourquoi est-ce que c'est brillant? Ben, c'est brillant parce que si Peugeot prend un brevet de Renault, le met dans une Peugeot, et grâce à ce brevet, imaginons un cas d'école, la Peugeot qui devait rentrer dans une Renault, ben, grâce à ce brevet, elle évite la Renault, ben, Peugeot a évité un accident, Renault a évité un accident, donc tout le monde est content, et les conducteurs sont en meilleure sécurité. Donc la sécurité sur la route, on a beau faire la voiture la plus sûre du monde, si toutes les voitures autour, elles ne sont pas sûres, ben vous comprenez que la voiture la plus sûre du monde, elle ne va pas rester sûre très longtemps. Donc vous comprenez cette intelligence de dire, je ne suis pas tout seul sur la route. Comme je ne suis pas tout seul, je file le brevet de sécurité d'électrification aux autres. Comme ça, les autres, on ne se rentre pas dedans. Et éventuellement, je viens à ta question, je prends les brevets de sécurité des autres et les routes sont plus sûres. On a tous gagné. C'est ça ce que je veux vous faire comprendre par ce fameux copyleft. Oui, tu as une question? Les entreprises qui investissent dans la R&D, vraiment pas faire face à une qui n'investissent pas avec une copie, voire une copie et améliorée. Et derrière, c'est avec moins d'avantages comparatifs et une R&D pas amortie. Exact. Vive la copie, vive le spoil, vive la copie et l'amélioration. Copier le plus possible et améliorer ce que vous avez. Oui, ça favorise ça, bien sûr. Mais si quelqu'un prend mon brevet, l'améliore, ben, je vais en profiter aussi en retour. Si mon brevet sur la sécurité, je le partage avec 15 universités, que 15 universités font bosser chacune 50 étudiants, je vais avoir 400, 500 étudiants qui vont bosser sur mon brevet. Ils vont l'améliorer chacun de leur côté, chacun va récupérer le fruit de ça, et moi aussi. Donc, c'est du gagnant-gagnant. On gagne à partager. Alors, bien sûr, là où je suis d'accord avec vous, c'est il ne faut pas partager ces secrets de fabrication. Le gros secret qui fait qu'on est meilleur que la concurrence, celui-là, on ne partage pas. Mais c'est 1/100 des brevets, ça. Une autre personne dont on ne doit pas dire le nom, donc je ne dirai pas le nom, c'est comme Voldemort, qui pas son nom, une autre personne qui est dans l'industrie automobile et qui a des voitures électriques, genre Tesla, à chaque lancement de voiture, il envoie tous les brevets de la voiture qu'il lance à tous les constructeurs automobiles. Résultat des courses. Au lieu d'être le seul à faire des voitures électriques, ça a été le premier, hein, au lieu d'être le seul à avoir des voitures électriques, au lieu d'être le seul à financer des bandes de recharge, ben, tout le monde a des voitures électriques. Du coup, tout le monde finance des bandes de recharge. Ben, tout le monde est content. Donc, on a vraiment intérêt à partager, à faire de l'open innovation, de l'open source, de l'open mind et à s'ouvrir vers les autres en protégeant les secrets de fabrication. Je bosse pour une entreprise qui s'appelle Safran, qui fait des moteurs d'avion. Il y a 1 ou 2 brevets qui sont au cœur du réacteur, sans jeu de mots. Ceux-là, ils ne les donnent à personne. Mais tous les autres brevets, bien sûr, qu'on les donne aux autres. Donc, premier élément à retenir dans vos têtes, ce sera une des questions du quiz, le copyleft. Deuxième élément à retenir par rapport à mon CV qui n'a strictement aucun intérêt, le côté full stack marketer. Un full stack marketer ou un full stack communicant ou un full stack RH, c'est quelqu'un qui sait faire plusieurs métiers, plusieurs choses. Et aujourd'hui, avec la facilité que vous avez avec l'IA, qui vous aide à faire 1000 choses, vous n'avez mais aucune raison de vous limiter à une spécialité. Admettons que vous soyez très fort en sondage, études, enquête, vous voulez bosser dans une boîte à la veille économique et vous voulez être le chief économiste de la boîte et faire que des sondages et des enquêtes, très bien, génial, c'est une très bonne spécialité. Mais ne vous cantonnez pas à ça. Sachez aussi faire du réseau social. Parce que la super étude que vous mettez au point, ben, il faudra que vous la communiquiez à l'extérieur pour dire, vous voyez comme on est fort, on a une étude sur ceci, ceci et cela. Et puis un jour, on va vous emmener chez le client, on va vous dire, bah, tiens, parle au client de la super étude sur la veille concurrentielle que tu as faite. Ben, il faut que vous sachiez parler au client. Et puis, il faut que vous sachiez aussi avoir une stratégie pour votre département. Donc, quel que soit le poste que vous envisagez, que ce soit du marketing, de la com ou n'importe quoi, vous devez penser que vous avez une spécialité, il y a un truc que vous aimez bien, vous connaissez l'Ikiga, il y a un truc sur lequel vous êtes performant, tout le monde en veut, vous adorez faire ça, vous le feriez si vous n'étiez pas payé, et quand vous êtes payé, vous le faites encore mieux. Eh bien, en plus de cet Ikiga et en plus de cette spécialité, vous devez cultiver plusieurs cordes à votre arc. Vos parents, quand on leur demandait un truc qu'ils ne savaient pas faire, ils disaient, hop, ok, on va appeler un consultant. Ils appelaient 3 consultants, ils faisaient un brief, les consultants rendaient des devis,
20 000, 30 000, 40 000 euros. On prend celui à 30 000 au milieu. Il commence à réfléchir. Il envoie 4 stagiaires. Il fait son rapport. Et 3 mois après, on a le résultat de l'étude. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, à la vitesse où tout va, on a le temps d'attendre 3 mois pour avoir un rapport consultant? Non. On veut le rapport dans 1 semaine. Et le rapport, vous allez vous le taper vous-même, avec des aides, hein, pas tout seul, perdu comme ça. Et donc, cette notion de full stack, c'est extrêmement important que vous compreniez que demain, on va vous demander des choses que peut-être vous ne savez pas faire. Vous allez sortir de votre zone de confiance, vous allez cultiver de nouvelles capacités et vous allez dire, bah, tiens, je ne pensais pas que je savais faire ça, et ben, j'ai bossé un petit peu et je sais faire ça. Et donc, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ce côté full stack est extrêmement important, que vous soyez en finance, en RH, en com, en marketing, en supply chain, en logistique, en digital, en influence, en tout ce que vous voulez, c'est hyper important. Donc, je passe rapidement. Les bouquins que j'ai écrits, pas très intéressants, ils sont en libre service sur le site. Fonction de chef de produit, pour ceux qui font du marketing, c'est la fonction de base du marketing. 70 000 exemplaires vendus, super succès, 4 stratégies marketing. Et le dernier, marketing digital de arrobase à Z. Arrobase, on ne dit jamais arrobase, hein, je le dis là parce que ça se dit comme ça dans le titre. Arrobase, c'est l'invention de l'email en 90. Donc, de 90 à Z, c'est vous, la Gen Z, génération Z. Donc, de l'email 90 à Gen Z 2025, puisque le bouquin est sorti en 2022. Donc, ne les achetez pas. Il y a tout ça en chargement, tranquille. Vous n'embêtez pas avec tout ça. Donc, où est-ce que vous allez trouver tout ça? Donc, si vous regardez sur... Faites m'asseoir parce que de bouche incapable. Si vous regardez sur le Moodle, là, il y a le cours dont nous parlons. Mon CV, mon LinkedIn, mon machin, mon truc, on s'en fout. Il y a les différents groupes. Et là, hop, il y a les slides épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Je crois que je me suis arrêté à 5 parce que j'en avais assez. Donc là, c'est juste le minimum que me demande Jamie. Donc, j'y vais jamais. En revanche, là où vous aurez toutes les informations, je les ai mises où? Chefdeproduit.com. Et vous arrivez ici. Donc, ce site internet que j'ai fait pour vous, chefdeproduit.com/j'aime master marketing. Retenez cette URL, je vous donne le QR code pour y aller si vous voulez. Retenez cette URL, vous en aurez besoin à tous les cours. Les workshops sont ici, les quiz sont ici, les slides sont ici, tout est ici. Retenez bien l'URL, ne me demandez pas au 5e cours, il est où le quiz? Sinon, je vous réponds quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais il est toujours ici, toutes les infos sont là. Donc, on passe un petit peu, blablabla, on s'en fout, des diapos, on s'en fout. Il y a une nouvelle étudiante dans la classe qui s'appelle Rose. Rose, c'est un LLM que j'ai entraîné et qui suit les cours, qui prend les notes, qui fait les quiz, qui a les slides, qui a les transcripts et qui va pouvoir, quand elle sera entraînée, donc pas aujourd'hui, qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il a dit le 19 septembre quand on a parlé de copyleft? Rose, elle sait, puisqu'elle a tout enregistré et elle travaille sans interruption et elle enregistre. Donc, c'est un LLM par rapport à ça. Voilà un QR code si vous voulez le flasher pour arriver ici directement. Aujourd'hui, ça, c'est les workshops, c'est la partie workshop. Donc, vous avez workshop 1, 2, 3, 4. On va faire les 4 workshops ce soir, aujourd'hui. Plus vous les faites vite, on va faire des groupes de 6. Plus vous les faites vite, plus vite on part. Il ne faut pas les bâcler non plus. Hein. Donc là, il y a 30, 40 workshops, un truc comme ça. On les fera peut-être pas tous. On verra comment ça se passe. Mais tous les workshops sont ici. Donc, pendant le cours, je vous dis, on fait le workshop 14, 9 et 12. Donc, vous savez, ils sont ici. Vous avez l'énoncé, vous avez tout qui est prêt. Si vous ratez le cours, vous demandez où sont les workshops. Si vous ratez un cours, les quiz sont à distance. Donc, vous vous connectez pendant que vos camarades passent le quiz. Vous demandez l'URL du quiz. À chaque fois qu'on fait un quiz, je vous dirai toujours envoyez l'URL du quiz, le lien du quiz pour ceux qui ne sont pas là que je le fais. Donc, si vous n'êtes pas là et que vous faites le quiz, vous avez la même note que tout le monde. Ça ne pose aucun problème. Pareil pour les travaux de groupe. Travaux de groupe, on va faire des groupes de 6. Si un groupe de 6 me dit il y a un tel qui bosse à distance avec moi, il a la note du groupe.
Je ne vais pas vérifier que je ne fais pas l'appel nominatif. Donc, chose à faire. Donc, si vous mettez un copain dans votre groupe qui n'est pas là, il aura la note du groupe. C'est clair? Quelqu'un qui n'a pas été cité dans son groupe, quelqu'un qui n'a pas récupéré l'URL pour faire le quiz, je ne peux plus rien faire pour lui après. C'est-à-dire que 15 jours après, il ne faut pas venir me dire « Ah, mais j'étais pas là, le machin, j'ai un certificat, je m'en fous total, j'ai un certificat, je veux repasser le quiz il y a 15 jours. » Non, le quiz, il est fermé, il est fini, il est détruit. Donc, si vous n'êtes pas là, débrouillez-vous avec ceux qui sont là pour qu'ils vous mettent présent dans le groupe, pour qu'ils vous envoient le lien du quiz. Vous pourrez le faire le soir, toi, tu pourras le faire 2-3 jours après. Vous pourrez le faire le soir, on peut s'arranger. Mais ce n'est pas en venant 15 jours après, en me montrant un certificat, que ça arrange les choses. D'accord? Alors certains disent cette règle, elle est ignoble, cette règle, elle est nulle, parce que j'ai un certificat valide, nanana. Oui, c'est une règle ignoble, mais au moins je vous la donne, elle est claire, mais elle vous permet de transcender et de faire pas mal de choses. Donc, on se contente de cette règle. Je sais qu'elle n'est pas unanimement reconnue comme étant la meilleure règle, qui voudrait qu'on dise « Ah, t'es pas là, c'est pas grave, je te donne un truc de rattrapage, donc fais-moi une rédaction, ChatGPT, nanana, hop, et ben, t'as 12 à la rédaction faite par ChatGPT. » C'est pas mon genre, c'est pas mon style. Donc, on laisse tomber tout ça. Vous êtes là, vous faites le job, génial, vous avez des très bonnes notes. Je donne toujours des très bonnes notes. Dans les 3 autres précédents groupes de master, sur le quiz, il doit y avoir par classe entre 10 et 15, 20. Donc, vous avez très facilement 20. Les quiz sont faciles. Vous pouvez les faire à distance. Maintenant, si vous ne faites pas l'effort de vous renseigner le jour où vous n'êtes pas là, bon, bah, c'est une opportunité ratée. Donc, on descend dans ce truc-là. Là, vous avez des ressources intéressantes, les bouquins à télécharger si vous voulez. Là, vous avez des petites flipcards pour réviser le cours quand vous aurez besoin de faire des quiz. Donc là, vous avez les réponses aux quiz qui sont derrière les flipcards. Et là, vous avez le cours. On commence ici, épisode 1, New Marketing, 18 septembre. C'est pas aujourd'hui, c'était hier. Mais épisode 1, New Marketing, 19 septembre, à Pantin, groupe B en présentiel, de 16h45 à 20h. On ne tiendra pas jusqu'à 20h, ça c'est évident. Et si vous cliquez ici, est-ce que quelqu'un peut cliquer ici? Normalement, si vous cliquez sur Zoom, vous arrivez directement dans le Zoom de la classe. Ça va faire un petit écho. J'ai ouvert le Zoom. Vous rentrez sans avoir besoin d'être admis. J'enregistre le cours et après, je le mets en replay. Donc, entendons-nous bien, c'est une contre-indication de l'école. Moi, je le fais pour enregistrer le cours et pour nourrir mon IA. Maintenant, si vous êtes assez intelligent pour comprendre qu'en cliquant sur le lien de Zoom, vous voyez le cours, je ne vous invite pas à le faire. Même, je vous interdis de le faire. Mais le lien est là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'enregistre mes cours. Parce qu'après, je les mets à disposition sur YouTube et vous pouvez voir le replay du cours. OK? Donc, voilà, faites comme vous voulez. C'est une proposition qui est sur la table et vous la gérez comme vous entendez la gérer. Après, moi, je n'ai pas fini, j'ai oublié une petite manipulation. On est en une seconde. Je reviens. Donc, on descend un petit peu. Là, vous avez les slides, une slide par page. Comme vous avez vu, mes slides, elles sont très, très légères. Donc, une slide par page, je ne vous conseille pas de télécharger. C'est lourd et c'est long et c'est chiant. Je vous conseille de télécharger celui-là. 16 slides par page. C'est beaucoup plus synoptique. C'est une vue beaucoup plus claire des choses. Donc, voilà, vous avez 16 slides par page. Vous avez tout le cours et vous pouvez comme ça prendre vos petites notes dessus. Mais si vous n'êtes pas très PDF, ce que je peux très bien comprendre, et vous préférez rester dans le digital, vous avez là toutes les slides, mais les slides en version HTML. Donc, comme un PowerPoint, vous pouvez défiler, et si vous aimez cette slide, vous pouvez vous la copier et vous pouvez défiler comme si vous étiez sur un PowerPoint classique. Et si vous avez envie de prendre des notes en même temps, vous avez celui-là, où vous pouvez, à côté, ici, tac, 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 post technologie évangéliste, copy left, vous pouvez prendre vos notes, blablabla, 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 vous prenez les notes en même temps que vous suivez le cours, et à la fin, vous cliquez ici, enregistrer les slides et le PDF, et donc vous avez les slides et vos notes.
Si vous ne voulez pas les slides, vous voulez que vos notes, vous avez l'autre bouton ici, enregistrer, coller notes. Vous avez slide 1, vous ne faites pas la slide, mais slide 1, vos notes, slide 2, vos notes, slide 3, vos notes. Donc, vous avez différentes manières de suivre le cours. Maintenant, si vous n'aimez pas les slides, parce que les slides sont tout à fait spéciales, elles ne donnent pas beaucoup d'informations, si vous n'aimez pas les slides, vous pouvez, n'en écoutez pas les autres, et vous pouvez voir quelque chose d'autre. Donc là, on a la vidéo de l'épisode. Donc là, on doit avoir le replay du cours numéro 1. On va streamer pour aujourd'hui. Voilà, enregistrez bien. On va l'enlever. On va revenir ici. Donc, c'est le replay du cours que j'ai fait hier avec les autres. Vous avez le workshop qu'on va faire ensemble tout à l'heure. Donc là, si vous cliquez là, c'est ça le workshop qu'on va faire, le 1, 2, 3, 4. Là, vous avez le quiz qu'on fera tout à l'heure. Pour accélérer un petit peu, j'ouvrirai le quiz en même temps que je finis le cours, ce qui vous permettra de m'écouter et de remplir le quiz en même temps que vous m'écoutez. Comme ça, on gagne un petit peu de temps, vous gagnez en précision et on gagne un petit peu de temps. Moi, le but, c'est que vous reteniez les choses et que vous ayez de très bonnes notes. Donc, je ne suis pas du tout avare de copies, je ne suis pas du tout avare de bonnes notes. La seule chose que j'aime pas, c'est qu'on prenne pour un con copier-coller de Wikipédia ou copier-coller de l'IA. L'IA, j'en fais depuis 2016. Je connais les formules de l'IA. Je détecte. Et conséquemment, c'est certainement le rôle modèle le plus populaire de la Silicon Valley. Jamais vous écrivez ça. Ça, c'est bias. Je le sais. Donc, ne faites pas des copier-coller de l'IA. Utilisez l'IA à 200%, à 300% le plus possible. Faites copier. Changez les termes que vous ne connaissez pas. Changez les tournures qui vous paraissent ampoulées, qui vous paraissent nazes. N'oubliez pas que l'IA, c'est un robinet d'eau tiède. C'est très juste, c'est très bien, mais c'est tiède. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de tournure, il n'y a aucune faute. Déjà, on reconnaît aussi les plaisirs, c'est qu'il n'y a pas de faute. Et donc, twistez l'IA pour qu'elle vous ressemble. Et ça ne sert à rien de faire des prompts en disant tu es un étudiant de 22 ans, donc tu parles comme moi, fais-moi la réponse. Ça ne marche pas non plus, donc faites-le réellement. Et là, dans solution du quiz, vous avez un playbook, ça correspond aussi à la bus, et vous avez tout le cours qu'on fait ensemble ici, sous forme de fiches. Si vous n'avez pas les fiches, vous avez le même cours qu'on fait ensemble sous forme de plan. Voilà, c'est le cours. Donc, bien sûr, c'est l'IA qui a fabriqué tous ces trucs-là. Hein. Donc là, vous avez tout le cours en termes comme ça. Et si vous préférez, donc là, dans le playbook ici, vous avez les workshops. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Et vous avez un quiz d'entraînement qui est fait par l'IA. Et donc, vous pouvez vous entraîner à faire ce quiz. Ce n'est pas le quiz que je vais vous donner, mais c'est un quiz qui a été fait par l'IA. Et d'ailleurs, je vous conseille cette IA. Elle s'appelle Manus. Manus.im. IM, c'est Ilman. Et Manus, alors je ne sais pas pourquoi cette boîte chinoise a pris la TLD. IM, c'est une TLD. Com, c'est une TLD. FR, c'est une TLD. Donc, le .com, .fr, .be, .de, ça s'appelle une TLD. Donc, une entreprise chinoise a pris la TLD de l'île de Man, donc en Grande-Bretagne, entre l'Angleterre et l'Irlande. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, Manus.im, c'est une très, très bonne IA. Et c'est elle qui a fait, je lui ai donné les slides à manger, et elle m'a fait les résumés, et elle m'a fait les quiz. Donc, je vous laisse jouer avec ça, regardez ça, et le quiz, vous avez les réponses du quiz derrière, et vous vous entraînez, et peut-être que ça va vous faire apprécier le sujet que nous travaillons, et encore une autre présentation, si vous voulez, en mode bento. Voilà, c'est toujours c'est la même matière, mais elle est différente. Voilà, épisode 2 pour la prochaine fois. Toujours ça, c'est fait par notre ami Manus. Donc, voilà tout ce que vous avez. Tout ça est sur ce site-là. Bookmarquez-le, mettez-le en favori. Et encore une fois, il y a absolument tout là-dedans. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis prof d'économie numérique. Et c'est quoi l'économie numérique? C'est l'économie du partage, l'économie de la connaissance, l'économie du logiciel. Et j'aimerais vous donner cette citation. Dans mon cours, il y a beaucoup de termes techniques, il y a beaucoup d'acronymes, et il y a beaucoup de citations, et il y a beaucoup de name dropping. Vous devez, si vous voulez être crédible en entreprise, vous devez, c'est un peu rétrograde, hein, mais vous devez citer des bouquins. Vous devez citer des coachs, vous devez citer des rôles modèles.
vous devez citer « Software is eating the world ». Tout est logiciel. Et celui qui a dit ça s'appelle Marc Andreessen. Marc Andreessen, ce n'est pas un débutant, c'est le gars qui a fondé, il est 1971, c'est le gars qui a fondé Firefox, Mozilla Firefox. Donc, c'est le fondateur de Firefox. Vous savez que TikTok aux États-Unis va être vendu. Qui est-ce qui va acheter TikTok aux États-Unis? Ben, c'est Oracle et Marc Andreessen. Donc, Andreessen va acheter TikTok. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le game, qui est vraiment hyper important. Donc, si dans votre entreprise, vous citez du Marc Andreessen du cabinet A16Z, si c'est bien sûr, si ça correspond à ce que vous voulez dire, ça va asseoir votre position. Ce n'est pas vous qui pensez que le software, c'est important. C'est Marc Andreessen qui dit que software is eating the world. Donc, retenez ce nom-là, on fera un petit exercice dessus, retenez ce nom-là, retenez la citation, parce qu'elle est importante. Et donc, quand Marc Andreessen dit « software is eating the world », il a 1000 fois raison. Regardez ce bâtiment, il est magnifique, il est génial et tout. Mais si le logiciel du bâtiment fait sonner une alarme toutes les 15 minutes, si le logiciel du bâtiment ferme toutes les portes à clé, on ne peut plus les ouvrir, si le logiciel du bâtiment ne nous fait pas de clim, on va le tuer, si le logiciel du bâtiment fonctionne mal, eh ben, ce bâtiment qui est magnifique et fantastique, ben, il est inutilisable à cause d'un mauvais logiciel. Donc, qu'est-ce qui est le plus important, le bâtiment lui-même ou le logiciel? Je vous laisse réfléchir, je n'ai pas la réponse à cette question, hein, mais les deux sont importants. Il y a 20 ans, c'était que le bâtiment qui était important. Les bâtiments n'avaient pas de logiciel. Aujourd'hui, on met de l'intelligence partout. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de revenir à de la frugalité? C'est un autre débat, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, on parlera de l'empreinte carbone du digital, bien sûr, hein, n'ayez crainte, je la connais très bien. Mais le logiciel est hyper important. Imaginez que, je ne sais pas qui a son permis, quelques personnes vont avoir son permis, vont avoir leur permis bientôt. On vous prête une voiture électrique, elle est super belle, elle roule super bien, elle tient super bien la route, elle est géniale, elle marche super bien. Mais le logiciel ne vous dit pas à quel endroit il faut la recharger pour aller de Paris à Lyon. Le logiciel ne vous donne pas les informations dont vous avez besoin. Et puis le logiciel, il est tellement bête qu'il ne vous permet pas de prêter la voiture à quelqu'un en simplement lui donnant un accès via son smartphone. Donc, vous avez beau avoir une voiture qui est intrinsèquement extrêmement performante, si son logiciel est nul, ben votre voiture, vous en servez à 10% de ses capacités. D'où l'intérêt de ce que veut faire Tesla avec les fameux robots taxis. L'idée, c'est de dire, vous avez une voiture et quand vous ne vous en servez pas, vous appuyez sur un bouton du logiciel et votre voiture peut être prise par quelqu'un d'autre. Comme il y a 8 caméras dans une Tesla, si la personne à qui vous prêtez la voiture fait une rayure, ben en temps réel, vous avez la photo de la rayure et en temps réel, vous débitez 200 € sur son compte pour faire réparer la rayure. Essayez de commander un repas à distance sans logiciel, essayez de prendre un taxi sans logiciel. Il y a peut-être encore à Paris quelques banques de taxis qu'on peut appeler, mais essayez de vous débrouiller avec un téléphone juste pour prendre un taxi, et même essayez de prendre le métro sans le logiciel RATP. Allez trouver quelqu'un qui vous vend un billet et le billet ou une carte, ça devient hyper rare. Donc, même pour prendre le métro, il faut une application. Une application, c'est le logiciel. Et l'application SNCF, on est d'accord, SNCF Connect, c'est l'application la pire du monde, alors que Trainline, c'est l'application la plus simple du monde. Ça fait 10 ans que SNCF a Trainline et tout le monde dit Trainline, c'est génial. Et SNCF dit, non, on va faire mieux. Résultat des courses, SNCF Connect, c'est une grosse dope, ça marche très mal. Donc la SNCF, c'est une très belle entreprise, ils ont des très beaux trains, ils font très bien leur boulot, mais leur logiciel est mauvais. Software is eating the world. Ils vont mourir pour cause d'un mauvais logiciel. Ou ils vont se faire prendre des parts de marché par quelqu'un qui a un plus joli logiciel, pas plus joli, mais plus efficace. Et à Marc Andreessen, petit quiz pour savoir si vous êtes, petite question ouverte comme ça, pour savoir si vous êtes réveillé. Il y a un certain monsieur qui a répondu à Marc Andreessen et qui lui a dit AI is eating software. Donc, software eating the world. AI is eating software. Et j'aimerais que vous me donniez l'entreprise de ce monsieur. Il s'appelle Jensen Huang. Elle dit bien, hein? Yes, good.
Bien joué. Donc, Jensen Huang, c'est le patron d'NVIDIA. Fun fact, dans le monde, il n'y a que 2 patrons d'entreprise qui ont créé leur entreprise et qui sont toujours à la tête de l'entreprise. Jensen Huang, il a créé NVIDIA, il est toujours à la tête. Et Mark Zuckerberg, il a créé Facebook, qui est devenu Meta, et il est toujours à la tête. Qui a vu la keynote hier où il lance les nouvelles lunettes display Ray-Ban? Hyper intéressant, hyper brillant. Bon, les Ray-Ban qui filment sont pas mal. Celles-là sont encore mieux. Elles sortent le 30 novembre à 799 €. Mais attention, vous êtes prêts? Il fait chaud, mais ouvrez vos chakras. L'idée de Zuckerberg derrière ces lunettes, c'est pas simplement d'offrir un device que les gens vont pouvoir porter pour faire des dingueries avec. L'idée sous-jacente de Zuckerberg en lançant des lunettes qui filment, attention, c'est d'alimenter Llama, son Large Language Model d'IA, pour faire un modèle qu'on appelle un World Foundation, un modèle qui comprend le monde, et donc ils vont prendre les vidéos que tournent les gens pendant qu'ils portent les lunettes, et ils vont entraîner le modèle à dire, voilà ce qui se passe dans la vraie vie. Voilà ce que vit un étudiant. Il est assis, le prof parle, voilà, c'est comme ça que vit un étudiant. Parce que le LLM, on a beau lui dire un étudiant, c'est quelqu'un qui est assis dans une classe et qui écoute le professeur et qui après fait un quiz, c'est abstrait. Mais si le LLM voit la vidéo d'un étudiant qui écoute un prof, ben, il comprend mieux ce que fait un étudiant. Donc, la pensée sous-jacente de Mark Zuckerberg en lançant ses lunettes, c'est d'entraîner ces LLM à comprendre ce qu'est le monde. Ce qu'a déjà fait Elon Musk avec les caméras qui sont sur les Tesla. Et les caméras, il y a 8 caméras, elles remontent l'information chez Tesla, et Tesla entraîne les IA pour le full self-driving, donc pour la conduite autonome, grâce à toutes les vidéos qui sont faites par les Tesla. Donc, vous savez que la donnée est hyper importante pour entraîner l'IA, et quoi de mieux que d'avoir sa propre donnée. Et donc là, Facebook, il est en train d'acquérir sa propre donnée grâce aux lunettes. Bien sûr, ce sera anonymisé. Hein. Quel est votre prénom? Meta, Mark Zuckerberg se moque complètement que ce soit Fatima qui soit en cours et qui aille déjeuner au self et qui remonte faire la sieste et qui rentre chez... On s'en moque complètement que ce soit vous, mais on dit une jeune personne fait ça. Et ce sera complètement, on appelle ça, c'est un mot un peu compliqué, anonymisé. En fait, c'est pas anonymisé, c'est pseudonymisé, mais peu importe. On verra pas que c'est vous, mais on saura qu'une jeune fille fait ça. Certes, ça va être connecté avec mes réseaux sociaux aussi. Parce que c'est méta. Et après, on peut se connecter à votre Insta, à votre Facebook, ouais. et on peut comprendre votre vie. Et si je vois votre WhatsApp, j'en saurai tellement plus que c'est absolument incroyable. Donc, je vous montre cette slide. Normalement, je vous montre que cette slide, mais dans le slide deck que je vous donne, il y a aussi des slides explicatives. Pour une fois, je vous la montre, mais normalement, je ne vous les montre pas, parce que je déteste ces slides où il y a plein de textes. C'est complètement nul comme slide. C'est juste, quand vous lirez les slides demain, après-demain, dans 10 jours, si vous voulez vous rappeler de ce que j'ai dit, c'est marqué ici. Mais normalement, je ne vous les projette pas, ces slides. C'est juste pour vous quand vous lirez les slides. Okay. Là, je vous la montre pour vous montrer qu'il y a plein de choses sur le... Alors, cette économie numérique, l'économie du partage, l'économie du copyleft, c'est une économie qui oblige les entreprises à faire des transformations digitales. Ça fait partie du quiz de tout à l'heure, transformation digitale au pluriel. Transformation digitale au pluriel, on verra plus tard les mots qui sont en dessous. Bon, AI, vous l'avez compris, ou IA, je peux vous les marquer. IA, vous avez compris ce que c'est. NBIC, NAT, c'est un peu plus compliqué. On passe là-dessus rapidement, mais rien que l'arrivée de l'IA, mais peut-être vos parents ont vécu l'arrivée de l'email. Et l'arrivée de l'email, ça a été une transformation digitale aussi pour l'entreprise. Ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'on fait ça? On l'envoie en courrier ou on l'envoie par l'ordinateur? Ben non, par l'ordinateur. Et donc, il a fallu transformer l'entreprise pour qu'on s'habitue à avoir des emails. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a tous trop d'emails par jour? Comme l'email, c'est plus facile que le courrier, ben, ça a poussé. Retenez ce phénomène. Quand une technologie rend plus facile quelque chose,
eh bien, les gens l'utilisent plus. On appelle ça l'effet rebond ou le paradoxe de Jevons. Donc, si vous avez une voiture qui consomme, qui vous coûte 50 centimes par kilomètre, et que par an, vous dépensez 1 000 euros, ça veut dire que vous faites 2 000 kilomètres. Et si tout d'un coup, je vous dis, ah, la nouvelle voiture, elle ne coûte plus que 25 centimes du kilomètre, donc 2 fois moins. On se dit, bah, au lieu de dépenser 2 000 euros, 1 000 euros, vous allez en dépenser 500, parce qu'elle coûte 2 fois moins cher. Eh bien non. Comme elle coûte 2 fois moins cher, vous allez plus prendre la voiture et vous allez dépenser 2 000 euros en faisant 4 fois plus de kilomètres, parce que c'est moins cher. Et c'est le principe de l'email. C'est plus facile qu'un courrier. Bon, du coup, je mets 15 personnes en copie, allez-y, ça coûte rien. On croit que ça coûte rien. En fait, ça fait chier tout le monde. Mais on met 15 personnes en copie, puis voilà, comme ça, je suis tranquille. Grosse bêtise. Donc, ce que je veux que vous reteniez qui est dans le quiz, c'est que les transformations digitales interviennent à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du produit, au niveau de l'offre que l'on fait aux clients. Donc, quels que soient les produits que vend votre entreprise, quels que soient les services que vend votre entreprise, que ce soit des cours de yoga, des cours de gym, de l'énergie, des voitures, des cosmétiques, n'importe quoi, de la technologie, n'importe quoi, eh bien, que ce soit même du bois ou du ciment ou du béton, n'importe, ou des tables et des chaises, n'importe quel produit qui est vendu par vos entreprises doit évoluer avec la transformation numérique et il doit y avoir de l'IA dedans, il doit y avoir des nanocomposants, il doit y avoir du biomimétisme, il doit y avoir de la digitalisation de ces produits, de la softwareisation. Ça, c'est la première transformation. Et la deuxième transformation, elle intervient au niveau du fonctionnement de l'entreprise. Donc, transformation digitale, 1, les produits changent, et 2, les processus de l'entreprise changent. On ne recrute plus pareil avec l'IA aujourd'hui qu'on recrutait il y a 5 ans. Parce qu'avec l'IA, au lieu d'examiner 25 CV, je peux en examiner 200. Au lieu d'interviewer 10 candidats, je peux en interviewer 25. J'ai les comptes rendus automatiques, j'ai la verbatim de tous les rendez-vous et j'ai une analyse, une pré-analyse faite par l'IA de tous les candidats. Donc, au lieu d'en recevoir 10, parce que chaque candidat me demande du temps, ben, je peux en recevoir 25. Donc, on ne recrute plus de la même manière aujourd'hui. Et puis, on ne fait plus la comptabilité de la même manière aujourd'hui qu'on faisait il y a 10 ans. Donc, il y a 2 niveaux de transformation. Un niveau, le produit que l'on vend, même si on vend du bois ou du béton. Deuxième niveau, c'est tous les processus de l'entreprise. Et bien sûr, entre autres processus, celui qui nous intéresse en ce moment, j'aime bien votre question, celui qui nous intéresse en ce moment, c'est comment on fait le marketing et comment on fait la communication. Bien sûr, communication et marketing sont complètement révolutionnés par le digital. Oui. Comment on fait ce qu'on fait dans l'entreprise et qu'on essaie justement d'importer des nouveaux softwares parce qu'ils sont plus rapides, mais que quand on est dans l'entreprise, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu réfractaires et qui continuent d'utiliser les anciens ou d'utiliser des méthodes. Tu me permets de te répondre dans 5 minutes? Oui. Dans 5 minutes, tu as la réponse. Qui est donnée par. Qui connaît Palmer Luckey? C'est le gars qui a fait Oculus Rift, des casques de réalité virtuelle qui ont été vendus pour 14 milliards, pour 2 milliards d'euros à Meta. Donc aujourd'hui, Oculus est chez Meta. Et le gars qui a monté ça a la réponse à ta question. Donc, 2 transformations digitales, les processus de l'entreprise et le produit que vend l'entreprise. Donc, bien souvent, ça fera partie du quiz et ça fait partie des workshops à faire tout à l'heure. Je vais vous demander des exemples d'entreprises qui ont bien réussi les 2 et puis un exemple d'entreprise qui a réussi l'un des 2 mais pas l'autre. Alors, entendons-nous, quand on fait le workshop, c'est 2-3 lignes sur la première entreprise et 2 lignes sur la deuxième entreprise. Je ne veux pas un roman de 3 paragraphes sur comment L'Oréal n'a pas réussi la digitalisation des produits ou comment L'Oréal n'a pas réussi la digitalisation des processus de l'entreprise, etc. Donc, c'est vraiment très, très sobre. N'oubliez pas, soyez sympa avec le correcteur. Plus c'est court à lire, plus c'est précis, plus c'est facile à corriger. Et dans mon cas, plus la note est haute. Donc, transformation digitale, on en reparlera dans le cours. Donc là, je passe rapidement 2-3 slides. Et là, tu as la réponse à ta question sur
Pourquoi l'entreprise n'avance pas aussi vite? Eh bien, parce qu'elle ne fait pas ce que dit Palmer Luckey, c'est-à-dire qu'elle fait et c'est le cas des grosses entreprises françaises, elle fait du business as usual. On a toujours fait comme ça fait 10 ans qu'on fait comme ça, et les gars, on fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on est les leaders de la vente d'énergie aux entreprises, vous n'allez pas nous apprendre à gérer la boîte, hein. On sait faire. Et donc, on va faire comme on faisait avant. Eh bien, les boîtes qui font comme ça, c'est-à-dire le business as usual, elles vont très rapidement devenir des Nokia, devenir des Kodak. Vous vous souvenez de l'entreprise qui s'appelait Intel, qui était au top, 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 Intel Inside, dans tous les PC, il y avait du Intel, dans tous les Mac, il y avait du Intel, Intel Inside partout, ils faisaient tous les serveurs, c'était les king of the king of the king du world. Aujourd'hui, c'est de la merde. Ils vendent plus de processeurs, le processeur, il consomme 4 fois plus d'énergie que les silicones de chez Apple, ils consomment 10 fois plus d'énergie et ils sont 10 fois moins performants que les produits de chez Nvidia ou que les produits de chez AMD ou que les produits de chez TSMC. Ils savent toujours pas faire du 2 nanomètres par composant et ils utilisent toujours pas les bons wafers. Ben voilà, ils ont fait des bêtises, des bêtises et des bêtises. Il n'y a aucun portable, il n'y a aucun smartphone qui est équipé d'une puce Intel. Ils ont complètement raté le truc du smartphone parce que leur puce, elle consomme 10 fois plus qu'une puce AMD. Donc tous les smartphones sont soit avec des silicones, soit avec des AMD. Et ils disent toujours encore aujourd'hui, hein, ils disent toujours, non, attendez, on est AMD, on est Intel. Ça fait 20 ans qu'on fait des processeurs, ou 30 ans, je ne sais pas combien, ça fait 30 ans qu'on fait des processeurs, et les gars, on sait faire. Et vous connaissez la loi de Moore? Gordon Moore, le fondateur d'Intel, c'est lui qui a fait cette loi de Moore qui est encore valable aujourd'hui, qui dit que la puissance double tous les 18 mois à prix équivalent. Donc, on est à l'origine de la loi de Moore, on a inventé le processeur, vous n'allez pas nous apprendre à faire le truc. Ben, c'est exactement ce que fait ton entreprise. Non, ben, on sait faire, on a toujours fait comme ça, on continue. Ben, aujourd'hui, Intel est à l'abandon. Intel a été subventionné par SoftBank, qui est un Monsieur Son, et par Jensen Huang de Nvidia. Ils sont sponsorisés, on essaie de les relancer. On leur a filé 10 milliards pour ouvrir 10 milliards. Pour ouvrir une usine, ils ne l'ont toujours pas ouverte. Et ils devaient ouvrir une usine à Berlin, une usine dans le Tennessee, je crois, où je n'ai pas l'État en tête, mais 2 usines, et aucune des 2 est ouverte. Alors que, je vous cite toujours le même, mais c'est un mec qui est très rapide, qui est détestable par ailleurs, mais alors qu'Elon Musk, il a déjà ouvert 4 data centers, alors que Intel n'a pas ouvert la première usine sur laquelle il a touché 10 milliards. Donc, voilà, c'est les vieilles entreprises qui disent on sait faire, t'inquiète, on fait comme d'habitude. Et donc, ces boîtes-là, si c'est sur des petits problèmes, vous pouvez y rester, mais ces boîtes-là, il faut les fuir. Parce qu'elles ne changeront pas, elles ne feront pas la transition digitale, elles ne changeront pas, et dans 5 ans, ils se poseront toujours la question de mais quel logiciel on utilise. Je ne sais pas si vous parlez d'un logiciel de paye, mais le meilleur logiciel de paye du monde s'appelle Payfit. Et les boîtes ne veulent pas l'utiliser parce que non, on a notre expert comptable et il fait les fiches de paye depuis 20 ans, on va continuer. Ben ouais, mais elles sont pas bonnes, elles sont chères et tu ferais mieux de prendre Payfit. Oui, mais on va continuer comme ça. Pareil pour la compta, pareil pour un certain nombre d'opérations, pareil pour la logistique. Il y a des logiciels de logistique qui sont complètement dingues. Et les boîtes aujourd'hui, non, on va continuer avec notre logiciel maison. Nous, c'est du SAP. On est SAP du sol au plafond. SAP, c'est une boîte de logiciels assez ancienne. On est SAP, une boîte allemande. On est SAP du début à la fin. Et donc, on reste SAP. Je dis, mais non, mais si tu prends Payfit, on gagne 3 postes ici, on va beaucoup plus vite. Si tu prends Big Blue pour gérer la logistique, on va aller 10 fois plus vite. Si tu prends machin pour faire le fulfillment, ah ben non, l'entreprise a dit, non, on est SAP. Sécurité, truc. Et même principe avec GEM pour Microsoft. GEM a dit c'est Microsoft partout pour tout. Et Microsoft, la moitié des logiciels Microsoft, c'est des grosses daubes. Zoom est 10 fois meilleur que Teams, Notion est 10 fois meilleur que Word, Airtable est 1000 fois meilleur que Excel, Canva est 50 fois meilleur que PowerPoint. Mais dans beaucoup d'entreprises, peut-être dans les mots, non. Par Canva, c'est interdit. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la presse sur Canva, sur votre ordi perso, vous la traduisez en PowerPoint, et vous dire ah, ben, tu as fait une belle presse. Hein. Ben oui, je
Je le fais avec les outils modernes et je te la retraduis en PowerPoint. Est-ce qu'on peut la modifier? Ben non, parce que le transfert fait des photos et on ne peut pas modifier les photos. Je t'expliquerai quand tu comprendras mieux ce que sont les bons logiciels. Donc ça, c'est les vieilles entreprises qui font le fameux business as usual. On fait comme d'hab. Et Palmer Luckey. Alors Palmer Luckey, il est très marrant, ce mec, il a un look absolument incroyable, il fait un peu peur. Et sa boîte Anduril, tout ce qu'il sait sur Oculus Rift et tout ce qu'il sait sur le digital, il l'a mis au service, j'ai un peu honte de vous dire ça, il l'a mis au service de Anduril, et Anduril, c'est une boîte de guerre. C'est une boîte d'armes, c'est une boîte de drones et de trucs qui tuent. On appelle ça des armes, hein, oui. Oui, c'est des armes. Voilà. Donc, c'est une des boîtes qui fait les armes les plus sophistiquées pour tuer des gens. Appelons un chat un chat. Hein. Donc, je ne suis pas fier de vous dire ça, mais bon, lui, il gagne maintenant très bien sa vie. Regardez, ce monsieur, il est extrêmement intéressant. Je pense que vous connaissez tous ces deux lettres. UX, c'est bon pour tout le monde? Expérience utilisateur. Très bizarrement, les Anglais, quand ils veulent abréger expérience qui commence par un E, ils mettent un X. Va comprendre. C'est comme ça. Donc, ils mettent un X. Donc, X, c'est expérience et U, c'est user. User, utilisateur. L'expérience utilisateur. Alors, attention, dites bien UX, UX, UX. Ou, si vous êtes dans une boîte anglaise, vous pouvez tenter un UX. Et il y a tellement de blaireaux qui font UX, et c'est tellement nul, soit tu le fais à l'anglaise, UX, soit à la française UX, mais pas genre moitié-moitié. Non. Donc, restez sur UX, c'est très bien UX. Et vous reconnaissez le logo de la boîte qui est juste en dessous, forcément. C'est la boîte qui a le meilleur UX du monde. Un NPS, notez ça, NPS de 94 sur 100. Donc le NPS, c'est la question que vous ferez tout à l'heure. Conseillez-vous à vos amis d'utiliser Amazon sur une échelle de 1 à 10? Et eux, ils arrivent à 94. 94, ce n'est pas une moyenne, c'est les 9, 10 et auxquels on retranche les 0,6. Peu importe, on verra ça un peu plus tard, mais là, je vous demandais tout à l'heure de faire un NPS. Un NPS, c'est toujours noté sur 10, pas sur 5, pas sur 3, pas sur 8, sur 10. La règle, c'est toujours, on prend les 9, 10, on retranche les 0,6 et les 7, 8 ne comptent pas. C'est la règle du NPS, c'est comme ça, mondialement. Et la question est toujours la suivante. Conseillez-vous à quelqu'un de faire ceci? Vous comprenez que si je demande, je prends toujours toi, c'est pas grave, Fatima. Si à la fin du cours, on demande à Fatima, attention, la question est différente. Aimez-vous le cours d'aujourd'hui? Fatima, elle a eu très chaud, elle a peut-être mal à la tête, elle vient de loin, elle est fatiguée, et donc le cours d'aujourd'hui, elle n'a pas aimé. Mais elle n'a pas aimé pour des raisons personnelles, pas parce que le cours était mauvais, mais parce que elle, bah aujourd'hui, je peux me permettre de dire elle pour toi, parce que Fatima, aujourd'hui, elle n'avait pas envie de faire ce cours. Mais si je demande à Fatima, conseillez-vous à un ami de suivre ce cours? Peut-être qu'elle répondra une meilleure note, ou moins bonne note, peu importe, hein, mais elle répondra autre chose parce que l'affect va sortir de sa réponse. Elle ne répond pas pour elle. Elle va répondre pour un ami qui, éventuellement, pourrait suivre ce cours. Est-ce qu'elle lui conseille de le suivre ou pas? Donc, la réponse est toujours meilleure quand on enlève l'affect que quelqu'un peut avoir. Donc, c'est pour ça qu'on pose la question, conseillez-vous à quelqu'un de faire ceci? Ouais. Est-ce que pour la note PS, quand on publie si tu as l'application esthétique ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans Amazon, c'est défoncé. C'est défoncé. Mais c'est tellement efficace que les gens mettent des bonnes notes. Et ils auraient, vu le chiffre d'affaires d'Amazon, ils auraient 1000 fois les moyens de refaire le site et de le faire super beau. Sauf que, comme ils sont en 94, ils disent si on bouge un truc, on va perdre les gens. Et donc, ils font beaucoup d'A/B testing et ils ont décidé de ne pas bouger. Et l'opposé, ta question est très bonne, votre question est très bonne, l'opposé de Amazon, je ne sais pas si vous connaissez ce site bien français, qui est assez gros quand même, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas de la merde, qui s'appelait Vente Privée avant, qui s'appelle VP maintenant. Eh ben, c'est l'opposé d'Amazon. Le site, il est, mais canon. Quand ils reçoivent des fringues défoncées, ils font des photos canonissimes, avec des décors, avec des mannequins, des vrais mannequins, avec des trucs et tout, c'est magique. Et on a tous envie de commander.
Et donc, le site est magique, mais tout le reste est nul. Parce que ce qu'on commande, ce n'est pas en stock. Ça va être fabriqué par le fabricant spécialement pour cette commande de vente privée avec 50% de remise. Donc, il va y avoir 5 semaines de délai. Il y a des frais de port de 20 euros. On dit, ah, merde, bon, bah, c'est quand même une bonne affaire. Et on attend. Et essayer de trouver un numéro ou essayer de vous faire rembourser un truc Amazon, c'est impossible. Donc, c'est juste l'opposé de vente privée. Vente privée, c'est VP, c'est juste l'opposé de Amazon. Le site est magnifique. Le UI, User Interface, est magnifique et l'UX est naze. Pour vous remettre les idées en place, en 2 secondes, le UI, User Interface, donc le feel and look, la gueule du site, on peut dire que c'est la beauté. Donc le UI, c'est la beauté et le UX, c'est l'intelligence du site. Donc il y a des gens qui ont la chance d'être beaux et intelligents. Bon, ben, ils ont le bon UI et la bonne UX. Et puis, il y a des gens qui sont pas très beaux, mais qui sont hyper intelligents, c'est Amazon. Et puis, tu as des gens qui sont très beaux, comme vente privée, mais qui sont très cons, parce qu'ils n'apportent pas le service de livraison comme on... Donc, cette UX, c'est un des termes les plus importants que l'on va rencontrer cette année. Et je trouve que c'est une très bonne définition du terme de marketing qui devrait remplacer ce terme de marketing. Je vous l'ai dit tout à l'heure, marketing c'est pourri. On pourrait remplacer marketing par UX. Et donc, je vous invite à réfléchir à ce fameux UX. Et là, je vous invite à réfléchir à d'autres termes. Est-ce que vous connaissez le CX, Customer Experience, le EX, Employee Experience, et le SX? Ne retenez pas le SX, ça ne sert à rien, c'est entre vous et moi. C'est le Student Experience. Donc, j'espère vous faire vivre une bonne expérience d'enseignement en faisant des cours sympas, agréables, vivants, cool, et tout ce que tu veux. Donc, moi, j'essaie de maximiser le SX. Il y a des profs qui maximisent le CX. Le CX d'un prof, c'est quoi? C'est qui le client du prof? C'est j'aime. Donc, il y a des profs qui essaient de maximiser le CX en étant toujours à l'administration, en remplissant bien les papiers, en faisant tout bien. Et puis, quand ils sont en classe, ils s'en foutent parce que de toute façon, ils ont leur cours pour l'année. Moi, ma position, c'est de dire le CX, je m'en moque. Je ne fais pas du tout ce que me demande Jen. Mais le UX, le User Experience, vous êtes mes utilisateurs. Le UX, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas forcément une bonne décision. Hein, ce n'est pas forcément une bonne position. Mais vous avez un exemple de UX, vous êtes mes utilisateurs, vous êtes beaucoup plus nombreux que les gens de GEM. Chez GEM, j'ai 3, 4 contacts, c'est tout. Et les étudiants, ben, j'en ai cette année 300 et des poussières. Donc, j'ai beaucoup plus de UX que de CX. Et pour moi, le UX, que j'appelle le SX parce que vous êtes des étudiants, est beaucoup plus important que le CX. Mais d'autres personnes diront le CX est plus important que l'UX. Mais là, vous avez un exemple clair, vous voyez bien ce que ça veut dire du UX. Vous êtes les utilisateurs et j'aime, et mon client, c'est j'aime qui me paye. Donc, j'ai plus d'interaction avec j'aime, peut-être, mais moi, je fais plus attention aux étudiants. Et le EX, c'est l'expérience collaborateur, Employee Experience, avec une règle très, très simple. Je vous la fais en 2 mots. Si tu pourris la vie de tes employés, ils vont pourrir la vie des clients. Voilà, basta. Donc, si tu veux que tes employés traitent bien les clients, eh ben, il faut que tu sois sympa avec les employés, il faut que tu sois cool, agréable, qu'ils aient envie de venir bosser. Et là, peut-être, ils s'occuperont bien des clients. Donc, c'est ce qu'on appelle, si vous cherchez cette théorie-là, elle s'appelle symétrie des attentions. C'est symétrique. Plus vous portez attention aux employés, employé, c'est un mot qui passe mal en français, hein, on dit collaborateur. Plus vous portez d'attention aux collaborateurs, plus les collaborateurs porteront d'attention aux clients. Alors, focalisons-nous 2 secondes sur le X, donc expérience, en française quand même. C'est quoi les expériences? Eh bien, c'est 5 niveaux. Vous dépensez systématiquement à ces 5 niveaux quand on parle d'expérience. Le niveau physique, là on est en présentiel, en physique, donc on est au niveau physique. Le niveau web, je vous ai fait un site internet et donc vous pouvez voir ce qui se passe sur le site internet. Je ne vous ai pas fait d'application parce que je suis feignant.
Je devrais faire une application, peut-être j'en ferai une bientôt. Le social, on n'aura pas de relation sociale parce que je n'ai pas envie qu'on fasse ça comme ça. Je vous donne pas enfin, vous pouvez vous connecter à moi sur LinkedIn, sur Insta, tout est ouvert, mais je n'ai pas spécialement intérêt à vous pousser à le faire, donc je ne vous y invite pas. Je serais ravi de vous accueillir, mais je ne vous y invite pas. Et puis, 5e niveau, le métavers. Et on pourrait un jour se voir dans le métavers à l'occasion d'un gaming, à l'occasion d'un jeu, à l'occasion d'une mise en situation. On pourrait faire du métaversique. Donc, maintenant, avec vos clients, vous devez satisfaire ces 5 niveaux d'expérience. En physique, quand ils viennent vous voir ou quand ils rencontrent quelqu'un, ça doit bien se passer. Sur le web, ça doit bien se passer. Quand ils cherchent l'app de l'entreprise, ils doivent la trouver. Généralement, ils ne la trouvent pas. Et quand ils vont sur les réseaux sociaux, le dernier message Facebook ou Instagram ou quoi que ce soit ne doit pas dater d'il y a 6 mois. Et s'ils ont envie de s'immerger dans l'entreprise parce qu'il y a une raison de s'immerger avec vous, eh bien, ils doivent vous trouver dans le métavers. Donc, pensez bien à ces 5 niveaux et il faut satisfaire les 5. C'est vrai que le métavers, on est encore un peu dans le gaming, un peu dans la gamification, beaucoup dans la formation, beaucoup dans l'immersion. Ce n'est pas encore pour tout le monde, mais petit à petit, ça arrive. Et avec les lunettes connectées, ça arrive de plus en plus. Oui, le métavers. Le métavers, c'est les mondes virtuels qui sont persistants et dans lesquels on peut rentrer. Donc, si tu rentres dans le métavers de Grenoble, eh ben, tu peux visiter l'immeuble de Grenoble, ici à Pantin, venir en salle 307, plutôt que de faire du Zoom qui est du web. Eh bien, tu as un avatar qui prend l'ascenseur, qui vient dans la salle, et dans la salle, tu vois ce qui se dit ici. Et Grenoble aurait intérêt à avoir une version métaversique des cours et à avoir au moins une application. Il y a beaucoup d'entreprises qui vous font croire, je sais qu'à vous, on ne vous fait pas croire parce que vous savez bien que ce n'est pas pareil, mais il y a beaucoup d'entreprises qui tiennent le discours suivant, qui est nullissime, qui est de dire on a un site web qui est responsive, à savoir il s'adapte à la taille de l'écran. Donc si les gens veulent nous voir sur un smartphone, eh ben, ils peuvent nous voir sur le smartphone. Ou Safari, ce que vous voulez. Il faut trouver l'URL sur Google, il faut cliquer sur l'URL, il faut rentrer sur le site, il faut se loguer avec mot de passe sur le site, avec un mail qui vous est envoyé qui donne un numéro de vérification, et ça y est, on y est. Au minimum, il faut 30 secondes. Une app, tu as le logo toute la journée sous les yeux de l'entreprise, tu cliques, tu y es. Donc, ne vous laissez pas berner par les gens qui vous disent non mais le web et le mobile finalement c'est pareil. C'est pas pareil du tout. Il faut que l'entreprise, n'importe quelle entreprise, elle ait au minimum 2-3 sites internet et 1 ou 2 apps. Aujourd'hui, Grenoble a un très beau site internet, mais unique. Il devrait avoir un site pour les masters, un site pour les MBA, un site pour le Executive Education, un site pour les bachelors, un site pour les anglais. Il devrait avoir 3 ou 4 sites et il devrait avoir 2 ou 3 applications. Ils n'ont qu'un site. Donc, ils sont en retard de quelques générations et je ne vous parle pas du social, parce que vous savez que j'aime pas très présent en social. Ils font mieux du ski que du Instagram ou du TikTok. Bon, c'est bien aussi, hein, mais c'est pas forcément, nous, dans l'expérience, c'est pas forcément ce qu'on va chercher. Le ski rentre en physique, super expérience physique, c'est pas forcément bonne expérience sociale. Là, on a fait le X. Maintenant, je vous propose de regarder ce qui se passe comme différence entre le U et le C. C'est quoi la différence entre un utilisateur et un client? L'utilisateur, non, pas forcément. Un, c'est payant, oui, et l'autre, c'est juste spectateur. Mais tu n'es pas forcément le produit. Tu peux l'être dans le cas des réseaux sociaux. Tu es le produit, si tu ne payes pas, c'est le produit, mais pas forcément. Pas forcément. Mais effectivement, le client, c'est celui qui paye. Et la règle générale, mais je vous montrerai un contre-exemple, il y en a pas mal. La règle générale, c'est que en termes de quantité, je vous l'ai dit pour vous ici, j'ai 300 utilisateurs à GEM et j'ai 2 clients à GEM. Donc, les utilisateurs, en règle générale, sont plus nombreux que les clients. Maintenant, pareil, en règle générale aussi, regardez bien le tableau, attention, ça va changer. Donc là, les utilisateurs sont plus nombreux que les clients, attention, mais en qualité, en profondeur,
on fait plus de choses avec un client qu'avec un utilisateur, généralement. Le client, on lui fait un devis, on lui fait une facture, il nous paye, on va le voir, on lui explique, patati, patata, alors que l'utilisateur, généralement, ben, il est là pour utiliser. Donc, on ne va pas forcément le voir. Et la conclusion de cette partie sur UX, CX, je ne sais pas si vous êtes assez en forme pour me la donner, mais la question finale, c'est, vous avez déjà entendu cette expression, il faut enchanter le parcours client, ça vous parle? Un peu, pas beaucoup, non, pas beaucoup, pas grave. À quoi ça sert? La question, c'est ça, hein. Vous pouvez me répondre assez brutalement. À quoi ça sert de faire vivre une bonne expérience aux clients et aux utilisateurs? Alors, le conseil, ça te proche, et qui reviennent à l'occasion. Une notion de fidélité, une notion de prescription. Il y a encore plus simple comme mot, tu as raison, hein, c'est la base. Il y a encore plus simple. À quoi ça sert de faire vivre une bonne expérience? Satisfaction client, ils sont satisfaits, ils le recommandent, ils en parlent, le bouche à oreille et ils sont fidèles. L'engagement, c'est ça. Qui dit engagement, c'est un terme très soft, très sympathique. L'engagement, c'est un like, c'est un follow, c'est une review, c'est un repost, c'est un post qui parle de l'entreprise, c'est plein de choses. Et c'est aussi, et il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi purement et simplement de la vente. Au bout du compte, on cherche à vendre quelque chose à quelqu'un. On cherche à faire de la thune. On va se le dire clair, net, parce que le chiffre d'affaires de l'entreprise va servir à faire différentes opérations qui vont permettre la pérennité de l'entreprise et le bonheur des salariés. Mais à un moment, il faut que quelqu'un sorte un carnet de chèques et puis fasse un chèque. Allez, vous êtes crevés, moi aussi, on se fait un blind test. Alors, il y a deux niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, qui chante? Deuxième niveau de réponse, le titre de la chanson. Mais plus important que tout, troisième niveau de réponse, pourquoi j'ai choisi de vous faire écouter ça? En 10 minutes, les 70 000 places sont vendues. Trouvez-moi une seule marque, L'Oréal, Vuitton, Hermès, Apple, qui peut réunir 70 000 personnes en 10 minutes? Aucune. Même s'ils dépensent 14 millions, même s'ils mettent tous les influenceurs de la place sur le coup, ils ne vendront jamais 70 000 places en 10 minutes. Oui, ça fait un peu que sur les magasins, ça fait un peu de trucs, mais pas à l'échelle du marketing de ces groupes-là. Alors, il n'y a pas que PNL, il n'y a pas que PNL, hein, il y en a plein d'autres. Il y en a qu'Amoura, même bien avant qu'elle ait fait les JO. Mon ami Claquette Chaussette, Jules, encore plus fort que tout le monde, lui, il remplit 7 vélodromes tranquille. Parce que ces gens-là, ils ont su faire, celui-là, vous l'avez aussi, je pense, ces gens-là, ils ont su faire ce que ne savent pas faire les marques, malgré les réseaux sociaux. Ils ont su bâtir une communauté qui les suit. Ils ont su d'abord donner des émotions, donner des informations, donner des envies à une communauté. Et une fois qu'ils ont bâti la communauté, après, ils leur proposent du merch, après, ils leur proposent des produits, après, ils leur proposent des concerts, ils leur proposent des streams, ils leur proposent des différentes choses. Après, ils leur proposent tout ça. Vous connaissez la marque de merchandising de Orelsan? Avenir, il a des fringues très très cool pour ceux qui veulent en acheter. Elles sont très très bien. La goutte. Vous connaissez le chiffre. Ah, Magla, oui, c'est celle qui va remplacer Lena Mafouf. Vous connaissez le chiffre d'affaires de Lena Situation annuel? Non. Hôtel Mafouf, 8 millions par an. TikTok, Spotify, YouTube, 4 millions par an. Partenariat des marques, 40 millions par an. Donc elle fait 60 millions par an. Pour ceux qui ont suivi les blocs d'août, c'est en plein mois d'août, en plein milieu de rien du tout. Alors, en plein milieu de rien du tout, c'est 1,5 million, 2 millions de visualisations par jour
sur 31 jours. Bon, ça ne fait pas 60 millions de personnes, hein, parce que c'est les mêmes qui regardent tous les jours. Mais ça fait bien 10 millions de personnes. Trouver une marque qui arrive à faire regarder quelque chose à 10 millions de personnes. Vous avez vu le train de Squeezie? Qui n'a pas vu que je spoil? Qui gagne? Donc, ceux qui n'ont pas vu, à la fin, c'est Squeezie qui empoche les 100 000. Donc, c'est pas la peine de le regarder, tu vois. Non, c'est pas vrai, Squeezie ne joue pas. C'est quelqu'un d'autre qui joue. Qui a vu Terminal? Plus vieux qui a vu Inoxtag avec son Kaizen? Sans déconner, Squeezie, son train, c'est 10 millions de vues en 2 heures. En 2 heures. Dimanche soir à 21 h, il avait déjà 7 millions de vues. Dimanche minuit, il avait déjà 8 millions de vues. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé début septembre? Le The Event. Qu'est-ce qui se passe le 2 octobre? GP Explorer. GP Explorer, c'est repris par France Télévisions. C'est une course de voiture. Ah, pardon, je ne savais pas. Je ne connais pas votre niveau. Hein. GP Explorer, ça va nous faire encore 1,5 million de streams direct sur Twitch. Ça va nous faire je ne sais pas combien de millions de subs qui vont tomber. Et ça va occasionner des partenariats de fous. Et ça, si les marques veulent prendre des leçons, comme vous l'avez dit avec PNL, si les marques veulent prendre des leçons de communication digitale et de marketing digital, il faut aller voir comment ces gens-là créent des communautés. Et une fois qu'on a une communauté, on devient ce qu'on appelle une love mark. Et quand on est une love mark, on peut proposer presque n'importe quel produit à sa communauté. Ça va jusque-là? Ouais? Je ne ferai pas trop de la chaleur? Bon. On fait avec. On va essayer de se terminer ça tranquillement. Et vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle. On est en avance. Donc là, on est sur du 19h40. Qu'est-ce qu'il y avait un train qui est perdu? Toi, tu as un train? Toi, tu as un train? Toi, tu as un train? Peut-être qu'on peut viser 19h30. Je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend de nous. Allez, on redevient sérieux 2 secondes. Autre concept important qui va nous être utile, le UX-CX, pas le EX parce que ce n'est pas le sujet de mon cours, mais UX-CX, on va s'en servir pendant tout le cours. Les 10 rencontres qu'on fait, il y aura du UX-CX à chaque fois. Et pareil pour LTV-CAC. Alors, c'est vrai que mon cours est un peu technique. Il y a beaucoup de mots compliqués. Il faut se faire au vocabulaire. Il y a beaucoup de citations. Il y a beaucoup de name dropping. Il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de rôle modèles. D'ailleurs, il y aura une question du quiz, c'est citez-moi des rôles modèles. Alors, vous pouvez me citer aussi bien Squeezie que Jensen Huang, aussi bien Zuckerberg que PNL. Les rôles modèles, c'est des gens qui vont nous inspirer demain par rapport à des stratégies marketing officielles. Donc, dire à une boîte, on va faire aussi bien que Squeezie, je suis sûr qu'aujourd'hui, ils vous diraient, non, mais t'es complètement taré, on ne vend pas des vidéos et on ne fait pas des vidéos dans votre chambre. Mais c'est une énorme erreur. Si vous arrivez dans votre boîte à faire aussi bien que Squeezie, mais vous êtes le dieu du marketing. Continuez. Montez une agence et faites ça pour 10 marques, vous allez devenir richissime. Celui qui fait ça très bien, c'est un autre rôle modèle que je vous citerai tout à l'heure, qui s'appelle Gary Vee. Gary comme le prénom et Vee, V-E-E. C'est un surnom de Gary Vaynerchuk, c'est son nom complet. Mais Gary Vee, c'est la plus grosse agence de marketing digital du monde. Et c'est quelqu'un qui vous pouvez le suivre sur Instagram. Il est très peu connu en France. Je ne sais pas pourquoi. Il a très peu de succès en France. Donc, suivez-le sur Instagram ou sur YouTube ou sur TikTok. Regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Et c'est extrêmement inspirant. Et vous allez vous apercevoir que ce qu'il dit, dans les 3 mois qui suivent, il y a plein de boîtes françaises qui vont reprendre ça en disant « Ah, on a trouvé une nouvelle méthode pour faire ceci, un nouveau truc pour faire cela. » Donc, si vous regardez Gary Vee, vous avez 2-3 mois d'avance sur les agences françaises, parce que c'est vraiment un mec qui est hyper fort. Je vous montrerai 2-3 citations de lui tout à l'heure. Mais avant ça,
2 termes encore compliqués, et puis après, je vous promets, c'est fini. Après, on passe au chill. On va bien avec cette chaleur, mais tant pis. LTV, c'est le lifetime value. Il y aura un exercice à faire par rapport à ça. Le lifetime value, c'est l'argent que l'on va gagner sur la durée de vie du cycle du client. Ou si vous vendez des voitures, moi, je n'ai pas de voiture, mais je viens vous acheter une voiture aujourd'hui. Bon, j'achète ma voiture. Si je ne la fais pas entretenir chez vous, et si la seconde voiture que je serai dans 3 ans, 4 ans, je n'achète pas chez vous, ben ma lifetime value, c'est une journée. J'achète une voiture chez vous. Et puis, vous ne me revoyez plus jamais. En revanche, si vous êtes un bon vendeur de voitures, j'achète une voiture chez vous et vous me dites, la première révision, Uber, elle est gratuite pour vous, revenez dans 2 mois, faites la révision chez nous, c'est gratos. Ben, je reviens. Donc, ma lifetime value, c'est 2 mois. Et après, vous me dites, revenez pour cet hiver, on vous mettra des petits trucs spéciaux, des machins pour la glace, le nanana. Donc, je reviens dans 2 mois. Puis vous me dites, est-ce qu'au passage, je vous fais les niveaux, je vous fais les machins il y en a pour 60, 70 euros, 80 euros. Je dis, bah oui, faites le nécessaire. Et puis, je fais réviser ma voiture chez vous pendant 2-3 ans. Et au bout de 2-3 ans, vous voyez que j'ai pas mal roulé et tout, vous me dites, ah ben Hubert, j'ai une proposition à vous faire, votre voiture, je vous la reprends X, et je vous en propose une autre, plus adaptée à vos besoins, tataki, tatata, et il faut rajouter 4 000 euros pour avoir la nouvelle voiture. Je dis, bah, banco, je la prends chez vous, et je la fais entretenir chez vous. Ma lifetime value, elle va être de 8 ans. Et tout l'argent que je vais vous apporter pendant 8 ans, ce sera la LTV. Ouais. Lifetime value assez élevé. Qu'est-ce que ça s'appelle CLV? Et, Customer Life Value, c'est la même chose. C'est peut-être en français, client, non, je sais pas. C'est la même chose. Customer ou Lifetime Value, c'est la même chose. Et le CAC, ça marche en français et en anglais, c'est le coût d'acquisition client. C'est combien ça a coûté. Parfois, c'est 0. Si vous êtes un garagiste en bas de chez moi et que je rentre chez vous en disant je voudrais acheter une voiture, ben, le coût d'acquisition, c'est 0 parce que vous n'avez rien fait pour que je vienne. Si, vous avez ouvert une concession à côté de chez moi, mais je viens chez vous, toc, toc, bonjour, je vais acheter une voiture, vous me la vendez, coût d'acquisition 0. Donc là, là, on est tranquille. La lifetime value, même si vous vendez un bidon d'huile à 10 euros, la lifetime value sera supérieure au coût d'acquisition client. Mais maintenant, si vous avez un budget marketing de 1, 2, 3, 4 millions par an et que la lifetime value de vos clients, elle est de, je pense à des marques cosmétiques un peu nouvelles comme Odin, comme Respire, comme toutes les marques qui se montent, elles dépensent beaucoup d'argent pour attirer les clients. Parfois, ça marche, les clients viennent chez eux, ils font une commande, et ils ne recommandent pas. Donc là, il y a un coût d'acquisition client qui est énorme et une lifetime value qui est très, très courte. D'où l'idée de vendre des abonnements aux clients pour qu'on leur livre tous les mois un paquet de différentes choses pour qu'on augmente la lifetime value. Donc, retenez ça, cette équation-là, elle est très simple. Dites-vous que dans votre entreprise, je suis prêt à parier cher que vous ne connaissez pas le coût d'acquisition client. Il n'a jamais été calculé. Parce qu'on a peur que ça coûte 10 000, 20 000 euros, et on dit aïe, aïe, aïe. Si on s'aperçoit que le CAC, c'est 20 000 euros, ça veut dire que derrière, il faut qu'on fasse 20 000 euros de profit sur le client, et là, on ne les fait pas, donc on ne va pas la calculer. Donc la première chose pour être simple, pour être net dans une boîte, c'est calculer le coût d'acquisition client. Méthode super simple, budget marketing, communication, vente, divisé par le nombre de clients qui arrivent chaque année. On appelle ça le taux de churn, c'est le renouvellement des clients. Donc, vous avez perdu combien de clients cette année? Vous en avez acquis combien de nouveaux? Eh bien, ces nouveaux clients que vous avez acquis sur l'année, admettons, vous avez acquis 1000 clients, vous avez un budget marketing de 4 millions, ben vous divisez 4 millions par 1000 et vous avez votre CAC. Donc, je vais à ta question, donc, ça veut dire que toutes les équipes doivent être au courant que le client qu'on a acquis cette année en 2025, il faut au moins qu'il reste jusqu'en 2029 pour que la lifetime value soit supérieure au coût d'acquisition client. Et si on dit ça
aux gens. Et si on fait prendre conscience de ça, ben vous comprenez que le service client va être bien meilleur. Il faut le garder. S'il part avant 2029, on a perdu des sous. Et tout le monde sait bien qu'on ne peut pas perdre des sous. Mais comme on ne le calcule pas, ben on ne calcule pas à l'autre et du coup, on ne fait rien. Donc, c'est pour ça que j'aime bien montrer cette équation, que ce soit bien clair. Il y a une question ici, puis une question pour toi. Vas-y, vite. C'est vrai que c'est différent, c'est du B2B, parce que quand c'est du B2B, c'est directement combien ça nous coûte d'acquérir la personne et combien de rapporter depuis combien de temps elle est client chez nous. C'est vrai qu'en B2B, comme on a moins de clients, c'est plus facile de faire le calcul. Mais néanmoins, il n'est pas fait, mais c'est plus facile de le faire. Les commerciaux, en fait, d'assurer un taux de marge minimum avec les nouvelles acquisitions de clients. Il se fait un peu automatiquement parce qu'il sait que dans ce qu'il a proposé comme. C'est une entreprise qui est saine et qui est bien gérée. Si les commerciaux ont cette notion-là, ben c'est super. Et maintenant, il faudrait additionner tous les budgets marketing, le salon, les leaflets, les kakémonos, les partenariats, la pub, le sponsoring de l'équipe locale de football, tous les trucs-là, il faudrait les ajouter pour diviser par le nombre de clients, pour dire, ah, vous voyez, chaque client, pour le faire venir, nous a coûté donc 10, 15, 20, 30 000 euros. Il y a une question aussi. C'était certains milieux dans lesquels vous n'êtes pas forcément sûr du nombre exact de clients qu'on a, donc estimation. Oui, on peut fonctionner par estimation si on ne connaît pas, notamment quand on vend à travers des distributeurs. Quand on vend à Carrefour, on ne sait pas combien de produits ont été achetés par combien de clients chez Carrefour. Mais on fait des estimations, on essaie de voir comment ça peut se passer. Allez, 2 dernières slides, si vous avez encore un tout petit peu d'énergie. Une citation de Gary Vaynerchuk, donc le fameux Gary V. Le meilleur investissement que vous puissiez faire pour les salariés, pour vous-même, c'est d'avoir un état d'esprit qui aille dans le sens de la transformation digitale. Donc, investissez dans l'état d'esprit, investissez dans le digital mindset, investissez dans la culture que vous avez des différentes choses. Donc, je vous dirais comment lire des livres. Ne lisez pas des livres n'importe comment. On lit un livre en maximum 10 minutes. Mais 10 minutes bien concentrées, il ne s'agit pas de tout le lire, vous savez bien, sauf si vous êtes passionné. Il s'agit de lire un livre en 10 minutes, mais bien concentré. Et ça vous fait, on lit le résumé, on lit les citations, on retient par cœur l'auteur, on retient par cœur le titre, et on est capable de citer les thèses du bouquin. Voilà, ça c'est 10 minutes. Ce n'est pas la peine de le lire en entier. Les livres professionnels, généralement, c'est très très mal écrit. J'en ai écrit assez pour vous le dire. Donc ça n'a aucun intérêt de les lire en entier. Ne lisez jamais un livre pro en entier, sauf si c'est votre plaisir et sauf si vraiment c'est votre spécialité. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Mais je vois tellement de gens qui lisent 2 livres par an et qui sont incapables de citer l'auteur. Ah, je ne me souviens plus de l'auteur. Et le titre, c'est une couverture rouge, mais je ne me souviens plus bien du titre. Ben, ça, c'est nul. Je sais bien que vous l'avez lu en entier. Mais si vous ne vous souvenez ni du titre ni de l'auteur, ça n'a mais aucun intérêt. Donc, souvenez-vous du titre, souvenez-vous de l'auteur, souvenez-vous des 3 points de la thèse du bouquin, et ça suffit. 10 minutes, fiche de lecture, IA, vous demandez à l'IA de vous dire quels sont les 3 points importants du bouquin. Vous la prenez par cœur, en revanche, 10 minutes, vous vous concentrez là-dessus, et c'est tout. Et vous le citez. Et vous faites de l'étalage de confiture, et vous faites de l'étalage de culture en disant, dans tel bouquin, ils disent ça, pourquoi nous, on ne le fait pas? Et bing, ça marche. Donc, investissez dans votre état d'esprit. Et une autre citation, on s'arrête là, une autre citation de Gary Vee que j'aime beaucoup, qui est give value, give value, give value, and then ask for business. Je m'insurge contre les sites internet où, dans les 3 premières secondes où on arrive, on nous dit abonnez-vous à la newsletter avec un gros pavé qui vient cacher le site. Ben, je ne te connais pas, je ne sais pas si c'est intéressant, je ne sais pas si ça m'intéresse, et tu veux déjà que je m'abonne à la newsletter. Laisse-moi voir, donne-moi de l'info, fais-moi rêver, fais-moi kiffer, et après, je m'abonnerai peut-être à la newsletter. Mais ne me propose pas un abonnement à la newsletter dans les 4 premières secondes de ma visite. Donc, le principe, et c'est pour ça que les groupes de musique réussissent, c'est pour ça que les influenceurs réussissent, principe de base, et la lumière. Principe, on va faire circuler l'air sur les ici. Principe de base de la création d'une communauté,
on donne du plaisir, on donne de la valeur, on donne de la connaissance, on donne des infos. Pourquoi pas, on donne des produits à essayer. Et une fois que notre communauté elle est acquise, là, on commence à faire du business, on commence à s'inscrire, on commence à faire quelque chose qui est plus intéressant. Vous étiez plus beau dans le noir. Ceci dit, on va faire une pause. Donc,